La journée commence dans une atmosphère trompeusement ordinaire, comme si rien ne pouvait annoncer la violence silencieuse qui s'apprête à frapper. L'encart scolaire est déjà en route, avalant les kilomètres sous un ciel pâle, et Charlotte est là, physiquement présente mais mentalement absente. Son regard glisse sur le paysage sans vraiment s'y accrocher, tandis que ses doigts ne cessent de manipuler son téléphone. Chaque vibration, chaque notification semble être une bouée à laquelle elle se raccroche pour ne pas sombrer dans un malaise plus profond. Autour d'elle, les rires fusent, les selfies s'enchaînent, et cette légèreté affichée agit comme une provocation. Plus les autres paraissent heureux, plus elle se sent étrangère à ce groupe qui ne la comprend pas, ou qu'elle refuse désormais de comprendre. À quelques rangs de là, Noura plaisante avec Pablo, échange des regards complices, et ce simple spectacle suffit à raviver une colère sourde chez Charlotte. Les mots qu'elle murmure, presque sans s'en rendre compte, sont chargés de mépris, comme une barrière qu'elle érige pour se protéger. Lorsqu'elle lâche, à voix basse mais assez distincte pour blesser, que cette bande n'est qu'un ramassis de bouffons, le malaise se propage aussitôt. Salomé tente de désamorcer la situation, consciente que la tension est à fleur de peau depuis le début du séjour, mais l'étincelle est déjà là. Noura réagit, les reproches fusent, et très vite la discussion dégénère en échange d'insultes qui révèlent bien plus qu'une simple querelle d'adolescente. Ève intervient sans tarder, son autorité naturelle imposant un silence relatif. Elle rappelle les règles, la nécessité de préserver un minimum de cohésion pendant le voyage, et surtout l'importance de ne pas laisser les conflits personnels gâcher l'expérience collective. Mais ces paroles, pourtant mesurées, semblent glisser sur Charlotte comme de l'eau sur une surface trop lisse. Derrière son visage fermé, quelque chose se fissure. Ce n'est plus seulement de la colère, c'est un sentiment d'étouffement, l'impression d'être constamment jugée, observée et enfermée dans un rôle dont elle ne veut plus. C'est alors que Charlotte s'éloigne. Elle s'enfonce dans la forêt bordant l'aire de pause, prétextant un besoin de calme. Salomé lui propose de l'accompagner, inquiète de la voir si tendue, mais Charlotte refuse. Elle veut être seule, ou du moins elle prétend vouloir l'être. En réalité, chaque pas qu'elle fait est guidé par une décision déjà prise. Lorsqu'elle atteint la route, son cœur bat plus fort, non pas de peur, mais d'une excitation étrange, presque glaciale. Lever le pouce pour faire du stop devient un geste chargé de sens, un acte de rupture avec tout ce qu'elle laisse derrière elle. La voiture qui s'arrête est conduite par une femme qui ne pose pas de questions inutiles. Le trajet se fait dans un silence pesant, seulement troublé par le bruit régulier du moteur. Charlotte regarde défiler les paysages avec une attention nouvelle, comme si chaque mètre parcouru la rapprochait d'un point de non-retour. Lorsqu'elle descend enfin à Montpellier, une sensation paradoxale l'envahit, un mélange de soulagement et de détermination froide. Elle est rentrée, seule, invisible aux yeux de ceux qui pensent encore qu'elle est en sécurité avec le groupe scolaire. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Manu s'apprête à vivre un week-end qui s'annonce calme. Ève est partie accompagner les élèves, le laissant seul avec cette impression familière de maison trop silencieuse. Il tente de s'occuper l'esprit, mais son téléphone n'est jamais loin. Lorsqu'il reçoit l'appel de Charlotte, il est d'abord surpris. Sa voix tremble légèrement, elle parle de disputes, de harcèlement, d'un sentiment d'abandon qu'elle n'arrive plus à supporter. Elle précise que ses parents sont absents, partis en Camargue, et qu'elle ne sait plus vers qui se tourner. Chaque mot semble soigneusement choisi pour éveiller chez Manu un réflexe qu'il connaît bien, celui de protéger. Il hésite à peine. Dans son esprit, il n'y a rien de suspect à se rendre chez les Guérin pour écouter une adolescente en détresse. Il se convainc même que c'est la chose la plus responsable à faire. La maison est silencieuse lorsqu'il arrive, presque trop calme. Charlotte l'accueille avec un visage fermé, mais reconnaissant. Elle raconte les moqueries, l'impression d'être constamment mise à l'écart depuis sa récente mésaventure, et Manu l'écoute avec attention. Son ton est posé, rassurant, et il tente de relativiser, de lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que des adultes sont là pour l'aider. Dans cet échange, quelque chose se joue sans qu'il ne s'en rende compte. Charlotte observe chacun de ses gestes, chaque mouvement de sa veste, chaque instant où il détourne le regard. Lorsqu'il se lève pour appeler Ève et la prévenir qu'il est avec Charlotte, le temps semble se suspendre. C'est là, dans ce moment précis, qu'elle agit. Ses doigts se referment sur un bouton de la veste de Manu, qu'elle détache avec une rapidité presque mécanique. Le geste est furtif, mais chargé d'une gravité immense. Ce bouton, si insignifiant en apparence, devient le symbole d'un basculement irréversible. Manu, de son côté, pense bien faire. Il explique à Ève la situation, lui demande de contacter les parents de Charlotte pour qu'ils rentrent au plus vite. Il revient ensuite vers l'adolescente, lui conseille de se poser devant une série, de se calmer en attendant le retour de ses parents.
Son regard est sincère, presque paternel, et il quitte la maison convaincu d'avoir agi correctement. La porte se referme derrière lui, scellant sans qu'il le sache le début de sa chute. Charlotte reste seule. Le silence qui l'entoure n'est plus apaisant, il est oppressant. Elle s'assoit sur le canapé, le bouton serré dans la main, et les larmes montent. Son corps tremble, partagé entre la culpabilité et une résolution glaciale. Ce n'est plus une simple réaction impulsive, tout en elle semble désormais orientée vers un plan qu'elle n'ose pas encore formuler à voix haute, mais qu'elle est prête à exécuter jusqu'au bout. À ce moment-là, le retour de ses parents se profile comme une échéance inévitable. Elle essuie ses larmes, ajuste sa posture, et se prépare intérieurement. Lorsqu'ils franchissent enfin la porte, Marie-Sophie et Sohan découvrent leur fille dans un état qui les sidère. Charlotte, en pleurs, affirme d'une voix brisée qu'elle a été agressée par Manu Léoni. Le choc est total. Les visages se figent, les certitudes s'effondrent, et dans ce salon devenu théâtre d'un drame absolu, une accusation vient de détruire bien plus qu'une confiance. Elle vient de faire basculer une vie entière. Le silence qui s'installe après l'accusation de Charlotte est lourd, presque irréel. Dans le salon des Guérins, l'air semble figé, comme si chaque particule refusait d'avancer tant le choc est brutal. Marie-Sophie reste debout, incapable de s'asseoir, les mains crispées contre son sac, tandis que Sohan observe sa fille avec un regard qu'il ne reconnaît pas lui-même. Ce n'est pas seulement la peur qui l'envahit, mais une forme de vertige, celui qui naît quand une certitude fondamentale se fissure sans prévenir. Charlotte pleure, recroquevillée sous un plaid, et ses sanglots résonnent comme une vérité impossible à remettre en question. À cet instant précis, aucun d'eux n'est en mesure d'imaginer que ces larmes puissent dissimuler autre chose qu'une souffrance réelle. Marie-Sophie s'approche lentement, comme si le moindre geste trop brusque risquait de briser sa fille. Elle s'assoit à côté d'elle, tente de la prendre dans ses bras, mais Charlotte se raidit légèrement avant de se laisser aller, calculant inconsciemment la distance juste, celle qui inspire la compassion sans éveiller le doute. Les mots qu'elle prononce sont flous, fragmentés, chargés d'émotions plutôt que de détails précis. Elle parle de peur, d'un moment où elle s'est sentie piégée, incapable de réagir. Chaque phrase, même imprécise, agit comme un coup de massue. Sohan serre les dents, le regard dur, et dans son esprit, une seule pensée s'impose déjà, protéger sa fille, coûte que coûte. Pendant ce temps, Manu rentre chez lui avec le sentiment diffus d'avoir fait ce qu'il fallait. Il pose ses clés, enlève sa veste sans se douter une seconde de ce qui est en train de se jouer ailleurs. Le bouton manquant passe inaperçu, détail insignifiant dans une routine trop familière. Lorsqu'il s'installe enfin, son téléphone posé à côté de lui, il pense à Charlotte avec une inquiétude modérée, persuadé que la situation va se régler dès le retour de ses parents. Il ignore que son nom est déjà en train de se transformer en accusation, empoisonnant prêt à contaminer chaque aspect de son existence. Chez les Guérins, la discussion s'oriente rapidement vers l'inévitable. Faut-il appeler la police? Faut-il prévenir quelqu'un? Marie-Sophie hésite, partagée entre la volonté de protéger Charlotte de nouvelles épreuves et le besoin viscéral de justice. Sohan, lui, n'hésite pas longtemps. Pour lui, le silence serait une trahison. Il ne s'agit plus seulement de leur famille, mais d'un principe fondamental, on ne laisse pas passer une telle chose. Charlotte écoute, en apparence effondrée, mais au fond d'elle, chaque mot confirme que son plan fonctionne. La mécanique est enclenchée, et il n'est plus question de retour en arrière. Dans un autre quartier de la ville, Baker termine sa journée avec une lassitude visible. Les dossiers s'accumulent, et pourtant, un rendez-vous continue de le hanter, celui qu'il a fixé avec Alix. Il sait que cette décision de lui louer son local commercial est loin d'être anodine. Elle représente un compromis qu'il n'aurait jamais imaginé accepter quelques semaines plus tôt. Lorsqu'il se retrouve enfin devant le bâtiment, Baker garde une attitude réservée, presque méfiante. Il insiste sur les conditions, sur la nécessité qu'il n'y ait pas d'histoire. Alix acquiesce, consciente de l'effort que cela représente pour lui. Pour elle, cette opportunité est une bouffée d'oxygène, une renaissance professionnelle qui arrive à point nommé, même si elle sait que la confiance de Baker reste fragile. Pendant que ces décisions se prennent, ailleurs, un autre couple tente de recoller les morceaux. Clément retrouve Janet dans une atmosphère feutrée, presque intimiste. Le dîner qu'elle a préparé, avec ses raviolis préférés, est chargé de symboles. Il parle peu au début, mais chaque regard échangé dit ce que les mots n'osent pas encore formuler. Clément finit par avouer que son projet de chalet, si important à ses yeux, ne vaut rien s'il doit y perdre Janet. Cette confession, simple mais sincère, agit comme un baume. Janet sourit, émue, et accepte enfin de croire que leur couple peut survivre à ces tensions répétées.
Mais ce fragile équilibre contraste violemment avec ce qui se joue autour de Manu. Le téléphone finit par vibrer. Lorsqu'il décroche, la voix qu'il entend n'a plus rien de rassurant. Les mots sont maladroits, hésitants, mais le message est clair, il y a un problème grave. Très vite, Manu comprend que quelque chose lui échappe. Son cœur s'emballe, une sueur froide lui parcourt l'échine. Il tente de comprendre, de poser des questions, mais les réponses restent floues. Une seule chose s'impose, son nom est associé à quelque chose d'impensable. Chez les Guérin, l'arrivée des premiers doutes extérieurs ne fait que renforcer la détermination de Sohan. Il observe Charlotte, qui semble épuisée, presque vidée. Lorsqu'il aperçoit le bouton de veste qu'elle tient encore, elle le laisse volontairement glisser sur la table, comme un détail anodin. Mais ce petit objet agit comme une preuve muette, silencieuse, qui donne soudain une matérialité à l'accusation. Marie-Sophie blêmit. Ce bouton, elle le reconnaît sans peine. À partir de cet instant, la réalité prend une forme terrifiante. Il y a quelque chose de tangible, quelque chose qui peut être montré, brandi, interprété. Charlotte, elle, sent le poids de son geste l'écraser un peu plus à chaque minute. Les sanglots reviennent, plus violents, moins maîtrisés. Elle ne joue plus seulement un rôle, elle est désormais prisonnière de ce qu'elle a déclenché. Une part d'elle voudrait reculer, avouer, mettre fin à cette spirale. Mais une autre, plus sombre, lui rappelle qu'il est trop tard. Le mensonge est devenu une armure, la seule chose qui lui permette de tenir debout face à sa propre douleur. À ce moment-là, Manu comprend que sa vie vient de basculer. Sans encore mesurer l'ampleur du désastre, il sent déjà que plus rien ne sera comme avant. Les regards vont changer, les silences vont s'alourdir, et chaque geste du passé sera réinterprété à la lumière de cette accusation. Tandis que la nuit tombe sur Montpellier, deux réalités s'opposent, celle d'une adolescente brisée qui croit avoir trouvé une issue, et celle d'un homme innocent qui s'apprête à entrer dans le pire cauchemar de son existence. La nuit s'installe lentement sur Montpellier, mais pour Manu, le temps semble s'être arrêté bien avant. Assis dans son salon, il fixe son téléphone comme s'il attendait qu'il lui apporte une explication rationnelle, quelque chose qui viendrait balayer ce sentiment d'irréalité. Les mots qu'il a entendus résonnent encore dans sa tête, déformés par la peur et l'incompréhension. Accusation, police, parents choqués, aucun de ces termes ne parvient à trouver une place logique dans son esprit. Tout lui paraît absurde, presque grotesque, tant l'idée qu'on puisse l'associer à une telle horreur est incompatible avec l'image qu'il a de lui-même. Il se lève, fait quelques pas, puis revient s'asseoir, incapable de rester en place. Chaque mouvement est saccadé, trahissant une angoisse qu'il peine à contenir. Son regard tombe à nouveau sur sa veste, jetée négligemment sur une chaise. Il la saisit, presque machinalement, et c'est à cet instant précis qu'il remarque le détail qui manquait encore à l'équation. Le bouton. Il est absent. Une sensation glaciale lui traverse le corps, comme si la pièce venait enfin de s'emboîter dans un puzzle qu'il n'aurait jamais voulu voir se former. Ce bouton, si insignifiant en apparence, prend soudain une dimension monstrueuse. Il comprend qu'il n'a pas simplement affaire à une accusation verbale, mais à quelque chose de bien plus concret, de bien plus dangereux. Pendant ce temps, chez les Guérin, l'atmosphère est devenue suffocante. Marie-Sophie n'a presque pas bougé depuis des heures. Elle observe Charlotte, qui semble épuisée, prostrée, et tente de concilier ce qu'elle voit avec ce qu'elle ressent. Chaque instinct maternel lui crie de croire sa fille, de la protéger de toute remise en question. Pourtant, une part d'elle, minuscule mais tenace, se débat avec une inquiétude sourde. Non pas parce qu'elle doute de la souffrance de Charlotte, mais parce qu'elle perçoit une tension étrange, un décalage subtil entre les mots prononcés et les silences qui les entourent. Sohan, lui, ne laisse aucune place à l'hésitation. Son esprit est déjà tourné vers l'action. Il parle de démarches, de dépôt de plainte, de médecins, de protocoles à suivre. Son ton est ferme, presque militaire, comme s'il avait besoin de cette rigueur pour ne pas s'effondrer. Charlotte écoute, les yeux baissés, et à chaque étape évoquée, son cœur se serre un peu plus. Elle sent la machine s'emballer, lui échapper. Ce qu'elle imaginait comme un moyen de détourner l'attention de sa propre douleur devient une spirale incontrôlable, prête à broyer tout ce qui se trouve sur son passage. Dans un coin de la pièce, le bouton de veste repose sur la table basse. Personne ne le touche, mais sa simple présence domine la scène. Il est là, silencieux, comme un témoin muet qui semble confirmer l'indicible. Marie-Sophie finit par détourner les yeux, incapable de le regarder plus longtemps. Ce petit objet, aussi banal soit-il, vient ancrer la situation dans une réalité brutale, presque irréversible. De son côté, Manu tente de joindre Ève. Lorsqu'elle décroche enfin, la tension est immédiatement palpable.
Il parle vite, trop vite, cherchant désespérément à remettre de l'ordre dans ce chaos. Il répète qu'il n'a rien fait, qu'il était simplement venu aider, qu'il est parti dès qu'il a jugé la situation sous contrôle. Eve l'écoute, déstabilisée. Elle le connaît, elle connaît son intégrité, mais les faits qui se dessinent autour de cette affaire sont trop lourds pour être balayés d'un revers de main. Elle tente de le rassurer, maladroitement, tout en sentant une inquiétude nouvelle s'insinuer en elle. Les apparences, elle le sait, peuvent être cruelles. La solitude s'abat sur Manu comme un poids supplémentaire. Il comprend que, désormais, chaque relation va être mise à l'épreuve. Les regards, même bienveillants, risquent de se charger d'un doute qu'il ne pourra pas effacer par de simples paroles. Son statut de policier, autrefois gage de respect, devient une arme à double tranchant. Certains verront en lui un homme censé protéger, d'autres y liront une trahison encore plus grave. Dans la nuit, Charlotte ne trouve pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixe le plafond, les images de la soirée se rejouant sans cesse dans sa tête. Elle revoit le visage de Manu, calme, presque bienveillant, et une vague de culpabilité l'envahit. Mais aussitôt, un autre souvenir s'impose, plus violent, plus douloureux, celui de l'agression qu'elle a subie auparavant, de la sensation d'impuissance qu'il a laissé briser. Dans cet entrelac de souvenirs, la frontière entre victime et bourreau devient floue. Elle se persuade que ce mensonge est une conséquence, une réaction désespérée à une douleur que personne n'a su voir à temps. À l'aube, rien n'est encore officiel, mais tout est déjà joué. Les premières démarches vont commencer, les premiers regards extérieurs vont se poser sur cette histoire, prêts à la juger. Manu, épuisé, s'assoit sur son lit, la tête entre les mains. Il comprend que ce qu'il affronte dépasse largement une simple incompréhension. C'est une bataille contre une vérité déformée, contre un récit qui s'écrit sans lui. Et au cœur de ce drame, Charlotte et lui sont désormais liés par un mensonge qui menace de les engloutir tous les deux. Le jour se lève sur Montpellier avec une lumière crue, presque indécente face au chaos intérieur qui ronge déjà plusieurs existences. Rien, dans la ville qui s'éveille, ne laisse deviner que derrière certaines portes closes, des vies sont en train de se fissurer. Manu n'a pratiquement pas dormi. Allongé sans vraiment se reposer, il a passé la nuit à refaire chaque geste, chaque mot échangé avec Charlotte, cherchant l'instant précis où tout aurait pu basculer autrement. Mais plus il fouille sa mémoire, plus il se heurte à un mur, il n'y a rien. Aucun geste déplacé, aucune ambiguïté, seulement cette conviction naïve d'avoir agi comme il le fallait. Lorsqu'il se lève enfin, son corps est lourd, ses pensées embrouillées. Il sait que le temps ne joue pas en sa faveur. Très vite, les choses vont s'officialiser, sortir du cercle intime pour devenir une affaire qui le dépasse. Il enfile sa veste, la même que la veille, et ce bouton manquant lui saute aux yeux une nouvelle fois. Ce détail minuscule agit comme une blessure ouverte. Il se sent dépossédé, non seulement d'un objet, mais de son récit, de sa propre vérité. Chez les Guérin, l'ambiance est tout aussi oppressante. La nuit a laissé des traces visibles sur les visages de Marie-Sophie et Sohan. Les traits tirés, les regards fuyants, ils évoluent dans la maison comme des étrangers, chacun enfermé dans ses pensées. Charlotte, elle, semble étrangement calme au petit matin. Ses traits sont pâles, ses yeux cernés, mais son discours est cohérent, presque trop maîtrisé. Elle répète les mêmes phrases, les mêmes éléments, comme si elle s'était entraînée mentalement à ne rien laisser échapper. Cette constance rassure ses parents, leur donne l'illusion d'une vérité solide, inébranlable. Marie-Sophie l'accompagne chez le médecin, suivant les procédures recommandées. Chaque étape est une épreuve supplémentaire, un rappel brutal de la gravité de l'accusation. Charlotte se laisse faire, docile, presque absente. À l'intérieur, pourtant, tout se mélange. La honte, la peur, la certitude qu'elle est allée trop loin, mais aussi ce sentiment terrible d'être enfin regardée, prise au sérieux. Elle n'ose pas nommer cette pensée, mais elle est là, tapie dans un recoin de son esprit. Sohan, resté à la maison, passe des appels, s'informe, cherche des conseils. Sa voix est ferme, déterminée, mais ses mains tremblent légèrement lorsqu'il raccroche. Derrière cette façade protectrice se cache un homme qui voit le monde lui échapper. Il se reproche déjà de ne pas avoir vu la détresse de sa fille plus tôt, de ne pas avoir compris les signaux. Cette culpabilité alimente sa colère, et cette colère se fixe sur un seul nom, Manu Léoni. Pendant ce temps, Manu est convoqué. Le message est bref, administratif, dénué de toute émotion. Pourtant, il résonne comme une sentence. Lorsqu'il arrive au commissariat, les regards ont changé. Rien n'est dit explicitement, mais il sent la distance, cette retenue gênée qui s'installe quand le doute s'infiltre. Certains collègues évitent son regard, d'autres se montrent excessivement professionnels, comme pour se protéger eux-mêmes.
Cette attitude le blesse plus qu'il ne veut l'admettre. L'entretien est froid, méthodique. Les questions s'enchaînent, précises, parfois insidieuses. Manu répond calmement, s'accrochant aux faits, à la chronologie exacte. Il répète qu'il est venu à la demande de Charlotte, qu'il a appelé Ève, qu'il est reparti rapidement. À mesure que les minutes passent, il comprend que ses paroles, aussi sincères soient-elles, peinent à rivaliser avec la force d'une accusation portée par une adolescente en larmes et appuyée par un élément matériel. Le bouton, toujours ce bouton. À des kilomètres de là, Alix pénètre pour la première fois dans son nouveau local. Les murs sont nus, l'espace encore vide, mais pour elle, c'est une promesse. Elle laisse courir sa main sur les surfaces, imagine déjà les œuvres, les visiteurs, la vie qui va reprendre. Cette victoire personnelle contraste violemment avec l'ambiance lourde qui pèse ailleurs. Baker, fidèle à lui-même, reste en retrait, prudent, presque méfiant. Il lui rappelle une dernière fois qu'il ne veut pas de scandale, qu'il a pris un risque en lui faisant confiance. Alix acquiesce, consciente que cette chance est fragile, mais déterminée à la saisir. Dans un registre plus intime, Clément et Janet savourent une accalmie rare. Leur réconciliation n'efface pas les tensions passées, mais elle leur offre un répit. Clément se surprend à penser qu'il aurait dû faire ce choix plus tôt, mettre leur relation avant ses ambitions personnelles. Janet, elle, observe ce changement avec une prudence mêlée d'espoir. Elle sait que rien n'est jamais acquis, mais elle accepte cette main tendue, consciente de la fragilité de l'équilibre qu'il tente de reconstruire. Revenons à Charlotte. De retour à la maison, après les démarches médicales, elle s'effondre enfin, loin des regards extérieurs. Les larmes coulent, plus violentes, plus sincères. Elle n'est plus en représentation. Marie-Sophie la serre contre elle, convaincue d'avoir une enfant brisée entre les bras. Charlotte murmure des mots confus, mélange de peur et de regret. Mais elle ne dit pas la vérité. Elle n'y arrive pas. Le mensonge est désormais trop lourd, trop enraciné pour être arraché sans tout détruire. Manu, lui, quitte le commissariat vidé, mais pas encore officiellement mis en cause. Cette attente est presque pire que l'accusation elle-même. Il sait que chaque heure qui passe renforce le récit qui se construit sans lui. Dehors, la ville continue de vivre, indifférente à sa chute annoncée. Il marche sans but précis, tentant de reprendre pied dans une réalité qui semble déjà lui glisser entre les doigts. Au fond de lui, une certitude s'impose, ce n'est que le début. Et la suite promet d'être encore plus violente. Les heures qui suivent prennent une consistance étrange, comme si le temps s'était épaissi autour de Manu. Chaque minute s'étire, lourde de sous-entendus, saturée d'une attente qui ronge. Il sait désormais que le dossier circule, qu'il n'est plus seulement une inquiétude familiale mais une affaire en devenir, prête à être saisie par la machine judiciaire. Son téléphone reste silencieux, et ce silence est une torture. Il n'ose plus appeler, de peur d'entendre une voix qui confirmerait ce qu'il redoute déjà. Au commissariat, l'atmosphère change encore d'un cran. Les discussions se font plus basses, les portes se ferment plus souvent. Manu sent qu'on l'observe, qu'on le jauge. Certains collègues continuent de lui parler comme avant, par fidélité ou par habitude, mais leurs phrases sont plus courtes, leurs regards moins francs. Il comprend qu'il n'est plus seulement l'un des leurs, il est devenu un risque, une zone d'ombre que chacun préfère contourner. Cette mise à distance progressive est presque plus douloureuse que l'accusation elle-même, car elle remet en cause tout ce qu'il a construit au fil des années. Chez les Guérin, la tension ne retombe pas. Marie-Sophie tente de maintenir une apparence de normalité, prépare des repas qu'elle ne mange pas, range sans cesse une maison déjà impeccable. Chaque geste est une manière d'éviter de penser. Charlotte, elle, alterne entre des moments de mutisme et des accès de larmes incontrôlés. Lorsqu'elle se retrouve seule, son regard se perd souvent sur ce bouton qu'elle a glissé dans un tiroir, comme si elle voulait s'en débarrasser sans vraiment y parvenir. Cet objet, censé la protéger, est devenu le rappel constant de ce qu'elle a déclenché. Sohan multiplie les démarches. Il contacte des proches, cherche des conseils juridiques, se renseigne sur les procédures. Son discours est ferme, presque martial, mais derrière cette détermination se cache une angoisse profonde. Il redoute le regard des autres, la manière dont cette histoire va rejaillir sur leur famille. Pourtant, à aucun moment il ne remet en cause la parole de Charlotte. Pour lui, douter serait déjà une trahison, un abandon qu'il refuse d'envisager. Pendant ce temps, Ève est prise dans un conflit intérieur violent. Elle connaît Manu, sa droiture, sa façon d'être avec les autres. Elle repense à leurs conversations, à leur vie commune, et rien ne correspond à l'image qui commence à circuler. Pourtant, elle ne peut ignorer la gravité de l'accusation, ni la fragilité de Charlotte. Elle se surprend à analyser chaque détail, chaque geste passé, cherchant un signe qu'elle aurait manqué. Cette lutte intérieure l'épuise.
Elle veut soutenir Manu, mais elle sait aussi que la réalité judiciaire n'a que faire des certitudes affectives. Le dossier avance. Les éléments s'assemblent, parfois de manière bancale, parfois de façon inquiétante. Le témoignage de Charlotte, répété avec constance, gagne en crédibilité aux yeux de ceux qui l'écoutent. Le bouton devient une pièce centrale, un élément matériel autour duquel se construit une narration cohérente. Manu comprend que la vérité, telle qu'il la connaît, risque de peser bien peu face à ce récit solidement installé. Dans un autre registre, Alix commence à prendre possession de son local. Elle parle projet, évoque l'avenir avec une énergie retrouvée. Cette réussite personnelle agit comme un contraste presque indécent face au drame qui se joue ailleurs. Baker, de son côté, observe cette renaissance avec une prudence calculée. Il ne peut s'empêcher de penser que chaque décision comporte une part de risque, et que la confiance accordée aujourd'hui peut se transformer en problème demain. Pourtant, il accepte ce pari, conscient que le statu quo n'est plus possible. Clément et Janet, eux, savourent une parenthèse fragile. Ils parlent de projets simples, de petits bonheurs quotidiens, comme pour se rappeler qu'une autre vie est possible, loin des scandales et des accusations. Cette douceur retrouvée n'efface pas les tensions, mais elle leur offre un ancrage, une raison de croire encore à l'équilibre. Revenons à Charlotte. La nuit venue, elle se retrouve seule avec ses pensées. Les images se bousculent, les voix se mêlent. Elle pense à Manu, à son regard calme, à sa confiance. Elle pense aussi à sa propre agression passée, à cette blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Dans ce chaos intérieur, elle tente de se convaincre qu'elle n'avait pas le choix, que ce mensonge est une conséquence logique d'une douleur trop longtemps ignorée. Mais au fond d'elle, une peur nouvelle s'installe, celle de perdre le contrôle de son propre récit. Manu, de son côté, sent la pression monter. Il comprend que l'étape suivante sera décisive, que la justice va bientôt s'emparer officiellement de son cas. Il se prépare mentalement, tente de rester lucide, mais l'injustice qu'il ressent est écrasante. Tout ce qu'il peut faire, pour l'instant, c'est attendre, espérer que quelqu'un, quelque part, perçoive la faille dans cette histoire. Car s'il y a une chose qu'il sait avec certitude, c'est que la vérité, aussi fragile soit-elle, existe encore. Reste à savoir si elle aura le temps d'émerger avant que sa vie ne soit irrémédiablement détruite. La bascule devient tangible au moment où la procédure s'accélère. Ce n'est plus une menace abstraite, mais une suite d'actes précis, datés, consignés. Manu le ressent physiquement, une pression constante dans la poitrine, un souffle court dès que son téléphone vibre. Chaque appel officiel, chaque message laconique vient entériner ce qu'il redoutait. Son histoire n'est plus la sienne. Elle appartient désormais à d'autres, à des dossiers, à des interprétations qui l'éloignent un peu plus de la vérité qu'il tente de défendre. Au commissariat, les échanges sont devenus strictement professionnels. On ne lui demande plus comment il va. On ne lui parle plus de banalité. Les regards se posent sur lui avec une gravité nouvelle, mêlée d'un malaise que personne ne cherche à masquer. Il sent que sa présence dérange, qu'elle rappelle à chacun la fragilité de leur certitude. Être policier n'est plus un rempart, c'est un facteur aggravant, une position qui le place sous un soupçon permanent, presque méthodique. Dans les couloirs, les murmures se multiplient. Les versions circulent, se transforment, gagnent en détail à mesure qu'elles s'éloignent de la réalité. Manu comprend que le récit de Charlotte s'est installé comme une évidence, renforcé par l'émotion qu'il suscite. Un adolescent en pleurs, des parents effondrés, un objet présenté comme preuve, tout concourt à créer une histoire simple, rassurante dans sa cohérence apparente. Face à cela, sa parole semble fade, presque suspecte par sa sobriété. Chez les Guérin, la situation est loin d'apaiser les esprits. Marie-Sophie vit dans un état d'alerte permanent. Chaque bruit la fait sursauter, chaque appel la crispe. Elle surveille Charlotte avec une attention excessive, oscillant entre la peur de la voir s'effondrer et celle, inavouée, de percevoir une faille qu'elle ne saurait affronter. Charlotte, elle, se replie de plus en plus. Elle parle peu, évite les regards trop insistants, et son corps trahit une fatigue profonde. Les nuits sont hachées, peuplées de rêves confus où les visages se mélangent, où la frontière entre le passé et le présent se dissout. Sohan, toujours dans l'action, se montre inflexible. Il évoque désormais la suite logique des événements, les conséquences possibles, les étapes à venir. Son discours se durcit, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même qu'il n'y a aucune place pour le doute. Pourtant, lorsqu'il se retrouve seul, le silence lui renvoie une angoisse qu'il n'ose pas nommer. Il craint l'irréversible, ce moment où les choses ne pourront plus être réparées, même si la vérité venait à éclater. Ève, de son côté, se retrouve de plus en plus isolée. Elle tente de soutenir Manu, mais ses propres certitudes vacillent.
Elle observe la façon dont les autres la regardent lorsqu'elle prononce son nom, la manière dont certaines conversations s'interrompent brusquement à son arrivée. Elle ressent cette suspicion diffuse qui s'étend à elle par ricochet. Malgré tout, elle continue de croire en lui, ou du moins elle s'accroche à l'image qu'elle a toujours connue. Mais cette fidélité lui coûte, émotionnellement, physiquement. Dans ce climat tendu, la moindre information prend des proportions démesurées. Le bouton de la veste revient sans cesse dans les discussions, analysé, interprété, surinvesti. Pour Manu, cet objet devient une obsession. Il se repasse mentalement la scène, cherche à comprendre comment il a pu disparaître sans qu'il s'en rende compte. Cette perte anodine se transforme en symbole de sa dépossession, un détail qui lui échappe et qui suffit à ébranler toute sa vie. Pendant ce temps, Alix avance. Elle installe, planifie, projette. Son énergie tranche avec la lourdeur ambiante, mais elle n'est pas totalement aveugle à ce qui se joue autour d'elle. Elle sait que la situation de Manu est grave, que le climat général est chargé. Pourtant, elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler. Cette capacité à aller de l'avant lui vaut autant d'admiration que de critiques silencieuses. Baker, observant cette détermination, se demande s'il n'a pas ouvert une porte qu'il ne pourra plus refermer, mais il ne revient pas en arrière. Clément et Janet, eux, tentent de préserver leur bulle. Ils parlent moins de l'extérieur, se recentrent sur l'essentiel. Cette attitude leur apporte un certain apaisement, mais elle souligne aussi l'écart grandissant entre ceux qui peuvent encore choisir de se protéger et ceux qui n'ont plus ce luxe. Pour Manu, cette différence est cruelle. Il n'a plus la possibilité de se mettre à l'abri, même temporairement. À mesure que les jours passent, la tension atteint un point de rupture. Charlotte sent confusément que la situation la dépasse. Les adultes autour d'elle parlent désormais de procédures, de conséquences légales, de décisions qui auront un impact durable. Elle réalise que son geste, né d'une détresse réelle, a engendré une tempête qu'elle ne maîtrise plus. Pourtant, la peur de tout perdre, de décevoir, de révéler une vérité trop lourde à porter, la maintient dans le silence. Manu, lui, se prépare à l'inévitable. Il sait que la prochaine étape marquera un tournant décisif. Ce n'est plus seulement sa réputation qui est en jeu, mais son avenir tout entier. Face à lui, une machine implacable avance, alimentée par une histoire qu'il n'a pas écrite. Et tandis que chacun campe sur ses positions, une question obsédante traverse tous les esprits. Combien de temps faudra-t-il avant que ce mensonge, ou cette vérité déformée, ne détruise tout sur son passage? L'étau se resserre sans bruit, mais avec une régularité implacable. Il n'y a plus de grands éclats, plus de cris, seulement cette sensation diffuse que quelque chose s'est définitivement déplacé, hors de portée. Pour Manu, chaque journée ressemble désormais à un parcours balisé par la méfiance. Les gestes les plus simples prennent une dimension suspecte, comme s'ils devaient être justifiés avant même d'être accomplis. Il marche dans la ville avec l'impression d'être observé, jugé, même lorsque personne ne semble le regarder. Ce poids invisible l'écrase davantage que n'importe quelle confrontation directe. Lorsqu'il croise d'anciens collègues ou des connaissances, les échanges sont courts, maladroits. Certains détournent le regard, d'autres se montrent excessivement cordiaux, comme pour masquer un malaise trop évident. Manu comprend que sa présence dérange, qu'elle rappelle à chacun une réalité inconfortable, la chute possible d'un homme qu'on croyait irréprochable. Cette transformation du regard des autres est une violence sourde, constante, qui entame peu à peu ce qui lui reste de certitude. Chez Ève, la fatigue se lit désormais sur son visage. Elle n'en parle presque plus, comme si mettre des mots sur la situation risquait de la rendre irréversible. Elle continue de soutenir Manu, de lui rappeler qu'elle le connaît, qu'elle croit en lui, mais cette fois est mise à l'épreuve par chaque nouvelle information, chaque rumeur qui circule. Parfois, un silence s'installe entre eux, lourd de questions qu'aucun n'ose formuler. Ce n'est pas un rejet, mais une peur partagée, celle de découvrir une vérité qui briserait tout. Pendant ce temps, chez les Guérin, l'ambiance est devenue presque irréelle. La maison semble figée dans une attente anxieuse. Marie-Sophie vit au rythme des appels, des rendez-vous, des démarches administratives. Elle s'accroche à une routine artificielle pour ne pas sombrer, mais son regard trahit une inquiétude profonde. Elle observe Charlotte avec une attention fébrile, guettant le moindre signe de faiblesse, le moindre changement de discours. Chaque fois que sa fille répète les faits, avec la même constance, elle se rassure, se convainc qu'il n'y a rien à remettre en question. Pourtant, Charlotte, elle, s'enfonce dans un isolement de plus en plus marqué. Elle évite les conversations prolongées, se réfugie dans le silence, comme si parler risquait de fissurer le fragile édifice qu'elle a construit. Les nuits sont de plus en plus difficiles. Les images se répètent, se déforment. Elle revoit Manu quitter la maison, calme,
presque banal, et ce souvenir s'entrechoque avec la scène qu'elle a décrite à ses parents. Entre ces deux réalités, un gouffre s'est creusé, et elle ne sait plus comment le combler. Sohan reste inflexible en apparence, mais une tension nouvelle se glisse dans ses silences. Il écoute, il observe, et parfois, sans s'en rendre compte, il pose une question de trop, un détail qui ne colle pas parfaitement. Charlotte y répond, toujours, mais ses micro-hésitations, ses infimes variations dans son ton, viennent troubler un instant la certitude paternelle. Sohan chasse aussitôt ce doute, refusant de lui laisser de l'espace. Remettre en question la parole de sa fille serait admettre un chaos encore plus grand, et il n'est pas prêt à l'affronter. Dans l'ombre, la procédure avance. Les rendez-vous se succèdent, les comptes rendus s'accumulent. Chaque étape rapproche un peu plus Manu d'un point de non-retour. Il sent que la marge de manœuvre se réduit, que la possibilité d'expliquer, de convaincre, s'amenuise. L'attente devient une torture. Il préférerait presque une décision brutale à cette lente agonie où tout reste suspendu. Parallèlement, la vie continue pour les autres, avec une indifférence parfois choquante. Alix inaugure peu à peu son nouveau local, parle d'avenir, de projet. Cette renaissance contraste violemment avec la chute de Manu. Baker, fidèle à sa prudence, observe de loin, conscient que chaque choix comporte son lot de conséquences imprévisibles. Clément et Janet, eux, s'efforcent de préserver leur équilibre retrouvé, tout en percevant confusément la gravité de ce qui se joue autour d'eux. Ils savent que cette affaire dépasse le simple fait divers, qu'elle révèle des failles profondes dans les relations humaines. À mesure que le temps passe, une question commence à hanter les esprits, sans jamais être formulée clairement. Et si quelque chose ne collait pas? Ce doute est ténu, presque imperceptible, mais il existe. Il se glisse dans les silences, dans les regards trop appuyés, dans les répétitions mécaniques du récit. Charlotte le ressent, même si personne ne l'exprime ouvertement. Cette intuition la terrifie. Elle comprend que le plus difficile n'est peut-être pas d'avoir menti, mais de maintenir ce mensonge face à une réalité qui résiste. Manu, lui, se raccroche à l'espoir fragile que la vérité finira par émerger, d'une manière ou d'une autre. Il ne sait pas comme, ni quand, mais il refuse de croire que tout puisse s'arrêter là, sur une injustice aussi totale. Cette conviction est la seule chose qui l'empêche de sombrer complètement. La nuit tombe une nouvelle fois sur Montpellier, enveloppant la ville d'un calme trompeur. Derrière les façades silencieuses, les tensions continuent de fermenter. Les positions semblent figées, mais les premières fissures sont là, invisibles encore, prêtes à s'élargir. Et chacun, à sa manière, sent confusément que le dénouement approche, porteur d'une vérité qui risque de laisser des cicatrices durables. Le point de rupture arrive sans fracas, presque discrètement, comme si la réalité refusait elle-même d'assumer ce qu'elle s'apprête à infliger. Rien ne se passe brusquement, et c'est précisément ce qui rend l'instant si cruel. Les jours ont érodé les résistances, poli les émotions, transformé la colère en une fatigue lourde qui n'épargne personne. Manu le ressent dès son réveil, quelque chose a changé. Ce n'est pas encore une décision officielle, mais une intuition tenace, celle que le cours des choses ne lui appartient plus. Lorsqu'il se rend au rendez-vous décisif, il n'y a plus d'illusion possible. Les visages qu'il croise sont fermés, concentrés, comme s'ils se préparaient à traverser un terrain miné. Les échanges sont brefs, techniques, presque déshumanisés. Manu parle, encore, répète les faits avec une précision presque douloureuse, conscient que chaque mot peut être décortiqué, retourné contre lui. Il sent que son discours, pourtant cohérent, se heurte à un mur invisible, celui d'un récit déjà accepté, déjà validé par l'émotion collective. Chez les Guérin, l'attente est tout aussi insoutenable. Marie-Sophie passe de la fenêtre au canapé, incapable de rester en place. Chaque minute qui s'écoule lui semble une éternité. Elle regarde Charlotte, assise en silence, et voit une enfant qu'elle reconnaît à peine. Il y a dans son regard quelque chose de fuyant, une lassitude qui dépasse son âge. Marie-Sophie interprète cette fatigue comme la conséquence naturelle d'un traumatisme, sans imaginer un seul instant qu'elle puisse être le signe d'un combat intérieur bien plus complexe. Sohan, lui, tente de se montrer solide, mais la tension a laissé des traces. Il ne parle presque plus. Ses gestes sont mécaniques, comme s'ils fonctionnaient en pilote automatique. Lorsqu'il pose les yeux sur sa fille, une détermination farouche le traverse. Quoi qu'il arrive, il sera là pour elle. Cette certitude est devenue son refuge, la seule chose qui l'empêche de sombrer dans un doute qu'il redoute plus que tout. Charlotte, enfermée dans son silence, sent la fin approcher. Pas une fin libératrice, mais un point de non-retour. Elle repense à ce moment précis où tout a basculé, à ce bouton serré dans sa main, à la porte qui s'est refermée derrière Manu.
Elle se demande, pour la première fois avec une lucidité brutale, ce qu'elle aurait pu faire autrement. La réponse la terrifie, il aurait suffi de dire la vérité. Mais cette vérité-là lui paraît désormais inaccessible, ensevelie sous des couches de regards, d'attentes, de décisions prises par d'autres. Manu apprend la nouvelle comme on encaisse un coup sans pouvoir se protéger. Les mots sont prononcés avec prudence, enveloppés de formules administratives, mais leur sens est limpide, sa situation se complique, son avenir est suspendu à une procédure qui s'annonce longue et destructrice. Il n'est pas encore condamné, mais il n'est plus libre non plus. Dans cet entre-deux cruel, il comprend que sa vie ne lui appartient plus vraiment. Son statut, sa réputation, tout ce qu'il a construit, vacille dangereusement. Lorsqu'il retrouve Ève, l'émotion est à son comble. Elle le prend dans ses bras, sans mots, consciente que rien de ce qu'elle pourrait dire n'allégerait réellement ce poids. Elle le soutient encore, mais elle sent aussi la fragilité de cette position. L'ombre du doute, même minuscule, plane désormais sur leur relation. Ce n'est pas un soupçon formulé, mais une inquiétude sourde, presque honteuse, qu'elle se reproche aussitôt. Dans la maison des Guérin, la nouvelle est accueillie avec un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement, parce que le système semble reconnaître la souffrance de Charlotte. Douleur, parce que cette reconnaissance s'accompagne d'un chaos qu'il n'avait pas totalement anticipé. Marie-Sophie serre sa fille contre elle, persuadée que le pire est derrière elle, sans voir que le combat intérieur de Charlotte ne fait que commencer. Charlotte, elle, se sent étrangement vide. Le mensonge a atteint son objectif, mais il n'apporte aucun apaisement. Au contraire, il la laisse face à un gouffre silencieux. Elle regarde ses parents, leur confiance intacte, et ressent un poids écrasant. Cette vérité qu'elle tait est devenue une prison. Elle comprend, avec une lucidité douloureuse, qu'elle vient de détruire un innocent, mais aussi une part d'elle-même. Et cette prise de conscience est peut-être la plus terrible de toutes. Pendant ce temps, la vie continue ailleurs. Alix avance, bâtit, se projette, savourant une victoire méritée. Baker observe, fidèle à sa prudence, conscient que chaque décision laisse des traces. Clément et Janet préservent leur équilibre retrouvé, reconnaissant de cette parenthèse de stabilité au milieu du chaos. Ces trajectoires parallèles soulignent encore davantage l'injustice de la situation de Manu. Certains avancent, d'autres chutent, sans que rien ne semble pouvoir rétablir l'équilibre. La dernière image de cette histoire est empreinte d'un malaise profond. Manu, seul, regarde la ville s'étendre devant lui, conscient que le combat qui l'attend sera long, éprouvant, et qu'il ne le gagnera peut-être jamais complètement. Charlotte, de son côté, s'allonge dans sa chambre, les yeux ouverts, incapable de trouver le sommeil, prisonnière d'un mensonge qui la protège autant qu'il la détruit. Rien n'est vraiment résolu. Une accusation a bouleversé des vies, une vérité est restée enfouie, et les conséquences s'étendent bien au-delà des protagonistes. L'épisode s'achève sur cette impression glaçante. Parfois, la justice avance, mais la vérité, elle, reste à la traîne. Et lorsque cela arrive, ce ne sont pas seulement les coupables ou les innocents qui paient le prix, mais tous ceux qui gravitent autour d'eux.